La chasse du petit gibier connaît à l'heure actuelle un regain d'intérêt pour beaucoup d'entre nous. Énormément de fédérations font des efforts, notamment sur le lapin, le perdreau, le faisan. Et il était donc utile de vous présenter un certain nombre d'armes lisses, spécifiques pour la chasse de ce petit gibier. Nous avons donc prévu une présentation aussi peu exhaustive que possible, mais bon, bien sûr, tout le monde n'est pas représenté parce qu'on ne pouvait pas. Mais tous les types de fusils sont représentés. Donc vous verrez chaque type, depuis le fusil monocanon à un coup, le fusil bicanonné, juxtaposé ou superposé comme celui-ci, et vous verrez également les fusils automatiques, les fusils à pompe. Dans ce cadre-là, nous avons également tenu à vous parler de la sécurité. La sécurité est omniprésente partout et il ne faut jamais oublier que cet élément peut, s'il n'est pas respecté, gâcher des vies entières. Alors rappelons-nous toujours sécurité, sécurité. Dans un autre cadre, nous avons parlé également de la législation. La législation sur les armes pour les armes de chasse lisses que l'on utilise habituellement. Il n'y a pas grand-chose puisqu'on ne trouve pas dans le commerce des armes qui sont prohibées. Il y aura également des épreuves de balles-trappes qui, espérons-le, seront sympas et où on réussira bien. Mais ça, c'est autre chose, l'avenir le dira. Le simplex est un fusil très particulier dans le sens où ce n'est pas le basculement du canon qui arme le chien, mais tout simplement le mouvement de la clé de sous-garde. Ensuite, ce fusil est équipé d'un extracteur seulement et non pas d'éjecteur comme sur certaines armes. Le système de visée est un système à cran qui est relayé par un guidon. Cette arme est tout à fait fiable et destinée à des chasses très rustiques. À présent, voici un fusil juxtaposé à crosse anglaise de marque De Castel et de calibre 20. Ce calibre est assorti de canons de 70 cm. Sa destination est avant tout la chasse en plaine devant soi, au chien d'arrêt. On remarquera sur ce fusil qu'il n'est pas muni de grenadière, donc il en a plutôt tendance à le porter cassé sur l'avant-bras. C'est une marque de sécurité. Ce fusil est équipé d'extracteur et d'un double crochetage. Voici maintenant un fusil superposé à crosse pistolet de marque Kettner. Il s'agit en fait du Pointer. Ce fusil est équipé de canons de 71 cm en calibre 12. La particularité de cette arme est d'être munie d'extracteurs qui font également éjecteur lorsque les coups ont été tirés. Il y a un simple crochetage au niveau de la bascule. C'est un crochetage très large de plus de 20 mm. La destination de cette arme est avant tout la chasse devant soi au chien d'arrêt, comme beaucoup d'autres. Nous voici avec une arme qui est relativement rébarbative pour ceux qui aiment le bois. Il s'agit d'un Winchester, modèle 1300 Defender, à pompe. Cette arme est munie d'une crosse synthétique et d'un canon de 61 cm, en calibre 12 Magnum. C'est très particulier et principalement destiné à la défense, mais aussi beaucoup à la chasse sous bois, du grand gibier et principalement du sanglier. Sa destination éventuelle peut être la chasse à la bécasse et du lapin, qui de toute façon sera très efficace avec ce genre de canon. Et enfin, le Browning Gold, fusil semi-automatique dit automatique, en calibre 12 Magnum, dont la chambre est de 3 pouces, qui permet de tirer sans réapprovisionner 3 coups d'affilée. Sa destination est principalement la chasse en plaine ou la chasse au marais. Ce fusil est muni d'un très beau bois de crosse et l'autre particularité, c'est son choc interchangeable. Après vous avoir présenté des armes catégorielles, voici d'autres modèles présents sur le marché. Dans la gamme des monocanonnés, voici le Baïkal, arme hyper rustique de fabrication soviétique qui présente un canon de 72 cm, chambré en 12,76, c'est-à-dire en 12 Magnum,
avec un armement très spécifique qui est différent de celui du simplex que l'on connaît tous. Il suffit de pousser le levier d'armement pour armer le chien. À cet effet, il est prévu un indicateur d'armement. L'ouverture de l'arme se fait en pressant et non pas en descendant le pontet. Cette arme est à extracteur. Une arme très simple, très robuste. Maintenant, nous abordons les fusils bicanonnés et plus spécifiquement les fusils juxtaposés. Avec évidemment en place d'honneur le robuste de Manufrance que tout le monde connaît. Ce fusil est à canon de 71 cm, à crosse demi-pistolet, à double détente. Il est chambré en 12,70, c'est-à-dire en 12 normal. La spécificité de ce fusil, bien connu de tous nos grands-pères, est sa bretelle automatique. Que voici. Ce qui est formidable sur cette arme, c'est que la bretelle peut être escamotée à tout moment à l'intérieur de la crosse et ne pas gêner le moment du tir. Une autre spécificité de ce fusil est le verrouillage supérieur qui se situe ici. Il est en effet pris dans l'ouverture de la clé de bascule. Voilà une arme vraiment exceptionnelle qui est de nouveau refabriquée par Manufrance. Toujours dans la gamme des superposés, voici de nouveau un de Castel. Mais cette fois-ci, c'est un fusil chambré en 12,76, c'est-à-dire en 12 magnum, avec une crosse pistolet, une double détente et des canons beaucoup plus étoffés. On remarquera que cette arme est équipée d'un sabot anti-recul de type anglais, de façon à limiter le recul du 12 magnum qui est vraiment relativement puissant, notamment pour les personnes légères. Il n'y a aucune spécificité particulière, sinon que les canons sont beaucoup plus étoffés. Et enfin, dans les juxtaposés, voici un chef-d'œuvre français qui est le Darn. Ce fusil est très particulier puisqu'il a des canons fixes et non pas basculants comme les autres que nous venons de voir. Il est équipé d'une clé d'ouverture de culasse et le mouvement arrière de cette culasse arme les percuteurs. Cette arme aussi est qualifiée de très robuste et en plus c'est une arme fine. Après quoi, nous attaquons maintenant la gamme des fusils superposés. Alors les fusils superposés sont d'origine beaucoup plus récente que les fusils juxtaposés. Et voici donc un modèle Campion de Kettner. Canon de 71 cm, chambré en calibre 12 normal, c'est-à-dire 12,70, à crosse anglaise, comme vous pouvez le voir. Il a la particularité d'avoir une monodétente, qui est très intéressante, et cette monodétente permet de tirer beaucoup plus rapidement et de ne pas s'empêtrer dans les doubles détentes. Il est muni également d'éjecteurs. Le système de verrouillage est très classique de tout ce genre de fusil fabriqué en Italie, comme chacun le sait. Maintenant, voyons un autre superposé, qui celui-là est typiquement français, puisqu'il s'agit du Vernet-Caron. Le Vernet-Caron a une réputation qui n'est plus à faire, tout le monde le connaît. Il s'agit donc du Sagittaire. Ce fusil est équipé d'une détente, d'une monodétente plutôt, et d'une crosse demi-pistolet. Ce fusil est muni également d'éjecteurs et d'un verrouillage typique à la maison Vernet-Caron. C'est-à-dire que le verrouillage se passe ici, au niveau de la frette des canons. Donc au niveau du canon supérieur. C'est très particulier. En plus, il est muni d'une bande ventilée. Mais enfin, ça, tout le monde l'aura remarqué. Toujours dans la gamme des superposés, voici les magnifiques fusils Browning. La particularité d'avoir des canons de 71 cm avec bande ventilée, des incrustations or, ce qui n'est pas rien,
une monodétente, un bois de qualité formidable, si l'on peut dire, et ici, un inverseur qui permet au choix de tirer soit avec le canon du bas, soit avec le canon du haut. En ouvrant ce fusil, on remarque les double éjecteurs bien sûr à grand développement. Voici donc pour ce fusil. Browning également fabrique une autre arme, et notamment ce magnifique calibre 20 que je saisis maintenant et qui est dans la même gamme, sauf qu'il n'y a pas d'incrustation or et que son bois est un petit peu différent. Mais la qualité y est toujours et on la retrouve toujours la même chez Browning. Ce fusil est donc en calibre 20 avec des canons de 71 cm. Il est muni également d'éjecteurs que vous allez entendre à l'ouverture. Là, pour l'instant, ils sont en position extracteur. On va les mettre en position éjecteur. Et voici le bruit donc de l'éjecteur du canon du bas qui a tiré en premier. Il y a également un inverseur sur ce fusil qui permet de tirer soit le canon du haut, soit le canon du bas. C'est également un petit bijou. Toujours dans les superposés, nous voici arrivés à une autre arme qui est un Rizzini. Rizzini est une marque italienne bien connue. C'est un fusil donc superposé, comme vous le voyez, à crosse-pistolet à monodétente. Ce fusil est muni d'une bande ventilée et également d'éjecteurs. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont en position extracteur. Il faut percuter à vide pour voir la position éjecteur. Sur ce fusil, il y a également un inverseur que l'on peut manœuvrer comme on veut et qui permet, toujours pareil, de tirer soit le canon du haut, soit le canon du bas. Toujours dans la gamme des fusils Rizzini, voici un autre superposé, mais celui-ci c'est un superposé de sport avec une crosse très spécifique, qui est une crosse pistolet avec monodétente. Bon, c'est un fusil de fosse olympique. Bon, il est chambré en calibre 12 normal avec des canons très étoffés, prévus pour le tir sportif. On remarquera qu'il est également muni d'éjecteurs, que l'on voit parfaitement ici. Et ici, on va tomber sur l'extracteur, puisque le premier coup a été percuté à vide, ce qui ne se fait pas. Bon, ce fusil est de très très grande qualité. La maison Rizzini est réputée à ce sujet. Maintenant, on voit encore un autre fusil de chasse, toujours en fusil superposé, car il est vrai que les superposés sont très en vogue à l'heure actuelle. Il s'agit aussi d'un fusil italien de marque Fair, qui est Technimec. C'est une fabrique qui est très très connue également pour son sérieux et la qualité de ses fabrications. Celui-ci est beaucoup plus simple puisqu'il est muni de 2 détentes et d'un extracteur simple que l'on voit ici se développer. Voilà. Donc fusil de grande qualité à verrouillage par crochet, non, sans aucun problème, toujours des armes fiables. Maintenant, on voit encore un autre grand de l'arme superposée qui est le Remington. Alors, le Remington est un modèle européen qui est prévu pour les chasseurs de notre continent. C'est un fusil très bien équilibré, présenté d'une façon luxe, avec une monodétente, une crosse pistolet et une bande étroite. Il est également muni d'éjecteurs comme pratiquement tous les fusils superposés maintenant. Et voici le fonctionnement des 2 éjecteurs. Le système de verrouillage est quasiment identique à tous les autres. Il a également un inverseur qui permet de tirer soit le canon du haut, soit le canon du bas au choix. Voilà maintenant un autre très beau fusil qui est un Beretta, comme vous l'avez reconnu. Notamment, il se remarque très très bien à ses pastilles. Beretta, on ne le présente plus. Ce Beretta est un fusil de chasse, donc toujours dans le même style que les autres, qui est de très très grande qualité, comme vous pouvez le voir. Bon, la qualité du bois sur celui-ci n'est pas vraiment extraordinaire,
mais tout à fait honnête quand même. On va ouvrir ce fusil, qui est chambré évidemment, comme je vous l'ai dit, en calibre 12. Et là, on remarque qu'il a des éjecteurs, mais qui sont à l'heure actuelle en position extracteur. Le verrouillage est très typique sur le fusil Beretta, puisqu'il se passe exactement au niveau du canon supérieur. Voici un autre très beau fusil, qui est un Vernet-Caron. Et celui-ci, il est tout particulier puisque c'est le grand bécassier de Vernet-Caron. Alors le grand bécassier de Vernet-Caron, bon, avec des faux corps, une détente monodétente bien sûr, hein, une forme bien particulière, un bois de très haute qualité. Bon, je crois que le Vernet-Caron, le grand bécassier, est un fusil qui marque son époque au niveau de l'arquebuserie française. Alors voici, il est également muni d'éjecteurs que l'on entend claquer ici. Le système de verrouillage est extrêmement important puisqu'il est sur toute la largeur de la bascule. Bien évidemment, le grand bécassier a des canons adaptés au tir de la bécasse puisqu'il a des canons de 66 cm avec, en prime, sur le canon supérieur, un choc interchangeable. Voilà donc pour ce magnifique fusil. Encore un superposé, et je crois que ce sera le dernier. Celui-ci est un petit peu différent. C'est un fusil équipé de canons très courts, destiné au tir à balles sous bois. Alors donc il est chambré en calibre 12,70. Il est également de fabrication italienne, hein, et on remarquera que les canons ne sont pas soudés, hein, comme un autre fusil que nous avons présenté tout à l'heure. C'est un fusil qui est très commode sous bois, et qui présente le gros avantage d'une très grande robustesse, puisqu'il est taillé dans un noyer de très bonne qualité, et la fabrication est également très soignée. Hein, c'est une fabrication Loumar, que tout le monde connaîtra très bientôt, puisque cette fabrication est distribuée par la société Sidam. Voilà. Ce fusil est muni d'extracteurs simples, c'est très bien d'ailleurs sous bois, dans la mesure où on n'envoie pas les douilles n'importe où. L'autre particularité est la hausse qui équipe le fusil et qui est rabattable. Il y a également un guidon doré monté sur rampe. Voilà ce que l'on peut dire de ce très beau fusil qui est très pratique. Maintenant que nous en avons terminé avec les fusils superposés, voici un autre outil. Là, on peut qualifier ça d'outil, dans la mesure où on a affaire à un Mossberg. C'est un fusil d'une rusticité exceptionnelle. C'est un fusil à pompe, comme vous pouvez le voir, et celui-ci est équipé d'une lunette et d'un canon rayé. Le canon rayé, ça peut être étonnant, mais ça n'a rien à voir, les rayures n'ont rien à voir avec le canon rayé d'une carabine. Cependant, ça imprime un mouvement rotatif au plomb. Un mouvement rotatif qui est bien différent de celui que l'on rencontre sur certains canons rayés de chasse à la bécasse ou de chasse au lapin, dans la mesure où les rayures sont beaucoup plus importantes. La contenance de ce fusil est de 6 coups, hein, 5 dans le chargeur tubulaire et 1 dans la chambre. Bon, c'est une arme qui est, je le répète, très rustique, mais qui est très bruyante, ainsi que vous allez pouvoir vous en rendre compte. Voici le départ d'un coup, ça ce n'est rien. Par contre, voici le système d'armement, avec le chambrage d'une cartouche. Bon, là on est à vide, ça fait vraiment beaucoup de bruit, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voilà. La précision de cette arme est assez exceptionnelle et certains tireurs aux États-Unis l'utilisent pour tirer jusqu'à 150 mètres. Je ne le conseillerais cependant pas en France. Voici donc pour terminer cette gamme des fusils automatiques, dits automatiques, mais en réalité qui sont semi-automatiques. Il s'agit du Beretta Pintail ou Victoria, suivant la dénomination. Ce fusil est très inspiré du Benelli de par sa culasse. La culasse, notamment, a la particularité d'être une culasse à inertie et non pas à empreinte gaz comme les autres fusils automatiques que nous connaissons. Cette arme est traitée d'une façon très agréable à l'œil, très fiable, et je l'ai testée dernièrement. Bon, elle est munie de chocs interchangeables et sa capacité de tir est de 3 coups. Bon, sa destination
principal est la chasse dans toutes les circonstances, et même la chasse du grand gibier, dans la mesure où le canon est prévu pour tirer à balle, et il est également prévu de pouvoir tirer la grenaille de fer dedans. On va passer maintenant à son concurrent direct, qui est le Benelli. Et là, je vous présente le modèle Black Eagle, qui est fourni là avec canon pour tir à balle. Bon, le Black Eagle est un fusil exceptionnel, et sans vouloir en rajouter, on pourrait dire que c'est pratiquement le meilleur fusil automatique du monde. Le système de culasse du Benelli est une culasse à tête rotative, que l'on verra ici, et à culasse à inertie, bien sûr. Le canon, comme vous pouvez le voir, est équipé d'une hausse réglable en dérive et en hauteur. Il y a également un guidon monté sur rampe, très visible, et qui permet le tir dans de très bonnes conditions. J'ai réalisé avec ce fusil des groupements exceptionnels avec des balles Brenneck. Voici ce qu'on pouvait dire de cette arme qui est traitée évidemment de façon très attractive pour tous les gens qui aiment ce genre de fusil avec ses fioritures. Voici un autre fusil qui lui n'a rien à envier aux autres. C'est tout simplement un fusil Remington. On le reconnaît parfaitement, les Remington, à la forme de leur pontet, qui est tout à fait caractéristique. Ce fusil donc est à crosse pistolet comme toutes les armes américaines pratiquement. Et c'est un fusil qui, contrairement à ceux que nous venons de présenter au départ, est à emprunt de gaz. C'est-à-dire qu'au niveau du canon, à ce niveau ici, il y a une prise de gaz qui permet d'assurer l'éjection de la douille en repoussant la culasse. Bon, là, on a affaire à une arme toute neuve, c'est pour ça que ça grince un petit peu. Voilà. Ce fusil a une destination multiple, on peut chasser quasiment tout ce que l'on veut avec, et même le grand gibier. Encore que je fais toutes les réserves à ce sujet. Voilà donc pour terminer avec les fusils automatiques, la gamme des fusils de chasse. Un autre style de bécassier, le Baby Breton, que tout le monde connaît, c'est un fusil ultra léger, c'est très spécial, d'une allure vraiment bizarre, mais enfin ça marche bien. Pour ce genre d'arme, il est quand même utile de prévoir des cartouches avec des amortisseurs compris dans la douille. C'est un truc tout nouveau, c'est Remington qui fait ça, mais il y a également d'autres qui le fabriquent. On va aller à la bécasse. Donc là j'ai chargé avec du plomb de 7 parce qu'on est dans un milieu quand même qui est assez fourré. Et le plomb de 7, ça garnit bien les gerbes, et en plus, ça passe bien à travers les feuilles. Alors on part, vous voyez comme on le charge sur le côté, on ferme l'arme ainsi, et on tourne la clé de fermeture. Voilà, maintenant vous êtes prêts à tirer. Et bien vous la revenez. Avec une arme, vous avez remarqué, pour franchir une clôture, on vide son arme. De façon à ne pas avoir la désagréable surprise de voir le coup partir inopinément, parce que la sécurité, c'est gentil, c'est un truc auquel je ne crois pas. On verra sur certaines armes la meilleure sécurité. Sur celui-ci, c'est bien plus prudent, on arrive en plus sur un chemin, c'est pratique, on enlève ses cartouches et on les garde dans sa poche. On rechargera quand on franchira après avoir franchi une autre clôture pour se remettre en action de chasse. Bon, on va voir avec un superposé maintenant l'attitude à adopter lorsque l'on arrive en présence d'un groupe de personnes. Alors bien sûr, là on a les armes qui sont stockées, bon, elles sont toutes ouvertes. Bon, lorsque vous arrivez en présence d'un groupe de personnes, vous ne faites pas ce que je fais.
mais votre fusil est supposé être chargé, hein, et vous les croisez, il n'y a pas eu d'obstacle avant, vous ouvrez votre fusil, vous retirez vos cartouches. Les gens sont très satisfaits et ce sera beaucoup plus courtois à leur égard. Bon. Ensuite de quoi? Il faut toujours se rappeler aussi que lorsque l'on franchit une clôture, que l'on franchit un autre obstacle ou que le terrain est vraiment très très difficilement praticable, que l'on risque de glisser à chaque instant, un fusil qui est juste cassé comme ceci, si l'on continue à cheminer, c'est sécuritaire si l'on veut, mais si l'on veut ajouter encore à cette sécurité, il ne faut pas oublier d'enlever les munitions. Et ainsi, aucun coup de feu ne peut partir. Donc il n'y a pas de risque pour qui que ce soit, pour vous-même, et également pour des amis. On connaît des cas où le fusil s'est refermé, les coups sont partis, et un garçon a perdu un bras. C'est quand même fort gênant. Voilà. Donc, on repose ce fusil-là. On va voir avec d'autres armes. Alors là, on a affaire à un fusil dit automatique, un semi-automatique, qui est avec sa culasse ouverte. Donc avec sa culasse ouverte, ce fusil-là, on sait que les coups ne peuvent pas partir. Mais il faut être très très prudent aussi, et on décharge systématiquement son arme. Hein? Il y a des gens qui font avec une cartouche vide par exemple, qui font ça, et qui laissent refermer ça. Bon, c'est très commun, c'est sympa, c'est moderne, et c'est sécurisant. En plus, vous savez à tout moment, si jamais vous êtes surpris, que vous avez quand même que votre fusil n'est absolument pas apte au tir. Donc, vous n'avez pas de surprise de ce côté-là. Voilà, ça, on peut le faire avec ce genre de fusil. On va voir maintenant celui-là, le Baby Breton, que l'on vous a présenté déjà. Bon, alors le Baby Breton, c'est un fusil, comme vous avez vu, qui est très curieux. On va y remettre des cartouches dedans. On va bien voir. Et bon, vous avez ce fusil qui est fermé comme ça. Bon. Si jamais vous n'avez pas déchargé, que vous faites une chute, le fusil peut se fermer. Normalement, les coups ne peuvent pas partir, parce que vous n'avez pas fait le verrouillage. Okay? Mais, toujours par sécurité, et comme le matériel, c'est du matériel, aussi fiable soit-il, on retirera aussi ses munitions à tout passage d'obstacle, et puis quand on est en présence de gens, parce qu'on ne va pas tirer en présence des gens. Voilà. Ça, c'est avec ce genre de fusil que vous voyez, c'est simple, et puis c'est sympa. Il faut toujours avoir à l'esprit que des gens ne sont pas chasseurs. Vous pouvez rencontrer des promeneurs, on en rencontre régulièrement, des randonneurs, ils sont quand même plus rassurés quand ils voient un garçon qui se conduit bien et qui montre que son arme n'est pas dangereuse pour eux. Voilà. Alors là, on a exactement le même phénomène avec le Darn. Bon, on sort ses cartouches. Bon, là, c'est tout bien comme ça. Ça vient et c'est pareil, on déchargera son fusil. Quel que soit le système, on ne va pas s'amuser à bricoler, à ouvrir simplement un petit peu. C'est vrai qu'en ouvrant simplement un petit peu, sur celui-là, les coups ne peuvent pas partir parce que là, c'est obligé d'être fermé pour partir. Hein, parce que sinon, les percuteurs ne peuvent jamais atteindre les amorces. Mais bon, c'est toujours aussi sécuritaire. La sécurité, on en parle, on en parle, on en parle, on ne parle que de ça, mais tous les ans, il y a des morts. Alors, ça doit cesser. Nous sommes sur mon pas de tir personnel, tout à fait sécuritaire, où l'on va faire des essais pour vous montrer exactement et aussi fidèlement que possible quel est le nombre de plombs qui atteignent la zone mortelle d'un gibier. C'est-à-dire que nous avons placé une cible à 35 mètres et il y a une zone qui est grosso modo de 10 cm, c'est peut-être un peu large ce que je vous dis, et qui représente la taille d'un perdreau. Il est bien évident que l'on ne tient pas compte du déplacement de l'animal ni quoi que ce soit. C'est un tir figé. On va essayer de tirer avec un calibre 20. On va tirer avec un calibre 12 bécassier à canon court de 66 cm. On va tirer avec un fusil automatique avec un canon de 71 cm demi-choc. Et ensuite, on va tirer avec un calibre 12 Magnum, canon demi-choc et plein choc. Bon. On va regarder quels sont les rendements, notamment dans le cercle mortel de l'animal. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'en fonction de chaque canon, de chaque fusil, de chaque cartouche, de la douille, de la poudre, de la température de tir, du numéro de plomb, de la vitesse de départ, on peut faire dire tout et n'importe quoi à un fusil de chasse. Nous allons donc pour ce premier tir
utiliser un calibre 20 dans un canon demi-choc avec une cartouche qui est une petite cartouche italienne, Baccieri et Pelagri, qui est chargée à 26 grammes de plomb numéro 7, chambré en 20-67, bien écrit sur la cartouche. Nous allons voir ce que ça donne, puisque à chaque fois, nous allons changer la cible, dont la partie importante est le centre de cette cible. On est bien d'accord? Bon, là on remarque que sur un fusil avec un canon demi-choc en calibre 20, on a quand même une dispersion des plombs qui est énorme, qui avoisine le mètre, et la garniture centrale est plutôt légère, puisqu'on remarquera dans ce cercle, qui est large, je disais 10 cm, mais on est un petit peu en dessous, il y a 1, 2, 3 des plombs qui sont en bordure. Ce qui fait que, bon, si on compte celui-là et puis celui-là, c'est vrai qu'une pièce de gibier qui passe à travers ça a des chances d'être touchée. Mais elle a des chances essentiellement d'être blessée. On comprendra bien qu'avec un calibre 20, il est tout à fait raisonnable de tirer à 15, 20 mètres, 25 mètres au maximum, avec le canon demi-choc et avec un plomb que l'on a, qui est un plomb numéro 7, hein, qui est un plomb relativement petit. Nous prenons maintenant la même munition que nous allons tirer avec le canon choc de ce calibre 20. Donc, et on va voir ce que ça donne. Entrons la munition là-dedans, fermons le fusil correctement comme ça, c'est pas commode ici. Bon, enfin on dira qu'on ne le sait pas. Maintenant on tire. Voilà. Le canon choc est tiré, on va au résultat. C'est vrai que la germe est beaucoup plus garnie. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a toujours que 2 plombs à l'intérieur. Bon, c'est vrai que les plombs adjacents sont quand même un petit peu plus nombreux. Donc le calibre 20, on va le réserver à des distances qui sont relativement courtes, qui soient choc, qui ne soient pas choc. Si on veut avoir des groupements supérieurs, il va falloir utiliser du plomb de 9 et non pas du 7. Et c'est vrai que le plomb de 9 convient parfaitement au perdreau. Voilà, c'est clair là-dessus. Maintenant, on va passer à un autre calibre. Maintenant, nous allons tirer avec un fusil de type bécassier. Avec le canon du haut, parce que le canon du bas est rayé supra. Ce qui fait qu'il est fait pour tirer entre 5 et 10 mètres. À 35 mètres, il n'y aurait vraiment carrément rien dans la cible, ou très peu. Maintenant, nous voyons le test. Comme on a affaire à une monodétente, on est obligé de tirer un coup à vide. On a prévu une douille amortisseur pour ça. Cette fois-ci, nous avons, avec un calibre 12 et même avec un canon relativement court qui est prévu pour la chasse sous bois, nous avons un groupement qui est quand même très très intéressant. On atteint le cercle meurtrier normal que l'on peut attendre d'un fusil de chasse. Voilà. Donc ça, c'est un essai qui est très concluant. Et on voit tout de suite que même avec un canon de 71, un calibre 20, ou un canon de 66 d'un calibre 12, on a automatiquement une zone d'atteinte qui est nettement supérieure et nettement mieux garnie, puisque vous le voyez parfaitement, tous ces petits trous qu'il y a là. Bon, ça, un gibier ne passe pas à travers. Ça, ne l'oublions jamais. C'est pour ça que le calibre 20 est réservé pour tirer très près, et le calibre 12 va donner de très bons résultats relativement loin. Voilà, donc là, maintenant, c'est concluant. Maintenant, on va tirer avec un autre genre de fusil. Canon de 71 cm. Avec un choc interchangeable dont nous avons choisi un demi-choc. Nous allons voir quels sont les résultats avec la même munition que nous avons utilisée sur le canon de 66 cm qui était également en demi-choc. Bon là, on va remarquer une chose, c'est que ce fusil tire relativement haut par rapport aux autres. Vous voyez que dans le cercle, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il doit y avoir 1 ou 2 plombs. Mais ça, c'est pas important. Parce qu'en fonction de l'arme que l'on va utiliser, et ça, on le verra plus tard en ce qui concerne l'adaptation des crosses à la morphologie du tireur, on s'aperçoit que celui-ci tire un peu haut par rapport aux autres. Bon. Donc, on va considérer ce qui est en haut, parce qu'il ne faut pas rêver. Lorsque vous utiliserez un fusil de ce genre-là, qui est excellent en demeurant,
vous aurez des groupements qui vont être extraordinaires. Vous voyez, on les voit très très bien. Bon, c'est pas parce qu'on n'est pas dedans. On a toujours testé son fusil avant de s'en servir à la chasse. Donc là, on a un groupement excellent et aucune pièce de gibier passe à travers. Maintenant, on va faire des tirs avec un calibre 12 Magnum sur un fusil juxtaposé. Avec des canons très étoffés, on va voir ce que ça va dire avec des munitions de calibre 12 Magnum, mais cette fois avec du plomb de 6. Voilà, une munition de 76 mm. Il faut toujours bien prévoir, ne jamais tirer une cartouche de 76 dans une chambre faite pour des munitions de 70 mm. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, on attaque le tir tout de suite. On voit que c'est un canon qui répand énormément de plomb. Ça peut être du plomb de 6, c'est des germes qui sont garnis très correctement. Mais on verra donc que c'est un canon qui, même avec une grande longueur de canon qui est de 76 cm, permet de tirer relativement près. Parce que vous voyez à 35 mètres ce que ça donne. Donc là, on a 3 plombs dans la zone centrale, mais c'est vrai que le reste est relativement bien garni. Maintenant, on va tirer avec le canon choc de ce calibre 12 Magnum qui, vous avez dû vous en rendre compte, me remue quand même passablement. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, on vient de tirer avec ce 12 Magnum canon 3/4 de choc. Et là, on se rend compte qu'on a une garniture de la gerbe qui est nettement supérieure et à 35 mètres. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte que les magnums ont connu une certaine mode, mais vous avez remarqué, ça bouge. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, on n'enfilerait pas 10 coups de fusil d'affilée. Nous avons donc fini cet essai qui est arbitraire en fait, mais qui démontre bien une chose, c'est que chaque fusil a un tempérament, chaque munition a un tempérament, que vous obtiendrez des résultats qui seront concluants avec une arme que vous connaissez. Toutes les armes que nous avons tirées là, je ne les connais pas bien, à part celle-ci avec laquelle j'ai tiré un petit peu et qui va pas mal. Mais toutes les autres vont tout aussi bien. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte, mais vraiment, là c'est flagrant, c'est que chaque cartouche, et je le répète, et il faudra que vous l'essayiez, que quand vous achetez un fusil, quel que soit votre choix de fusil, vous achetez une munition ou des munitions et vous les essayez. Et là, quand vous avez recours au service d'un bon armurier, il n'y a aucun problème. Votre armurier vous trouvera la munition qui ira dedans et qui se mariera parfaitement avec votre fusil. Voilà ce que l'on peut dire. Et maintenant, nous allons regagner la maison parce que l'orage menace et les premières gouttes sont déjà là. Une législation du 6 janvier 1993 nous amène à considérer la possibilité de détention des armes. Alors, il y a plusieurs catégories dans les armes, et on va commencer par les armes à canon lisse, dont la déclaration n'est pas obligatoire en gendarmerie ou où vous voulez. Ce n'est pas de déclaration obligatoire. Ça concerne les armes à canon lisse, monocanonnées, à un seul coup par canon, par exemple, comme celui-ci, à condition que le canon ne soit pas inférieur à 45 cm. Ensuite de quoi? On a les armes bicanonnées, tel ce robuste, que tout le monde connaît, qui n'est pas soumis à déclaration. Ça, c'est quelque chose de très clair. Donc ça, la détention, le transport et tout ça, c'est parfaitement libre. On a exactement le même cas avec ce fusil superposé. Donc là, pas de problème non plus, la déclaration n'est pas nécessaire. Vous pouvez donc l'acquérir chez votre armurier sans aucun problème. Il n'empêche qu'il relèvera quand même votre identité. On entre maintenant dans une autre catégorie d'armes, qui sont les armes dites semi-automatiques, ou automatiques pour certains. Il y a des raccourcis qui sont intéressants. À condition que cette arme ne puisse pas tirer plus de 3 coups d'affilée, que son canon soit supérieur à 61 cm, ce fusil est à déclarer, mais est en détention libre. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous voyons maintenant le type de fusil, typique, c'est le Mossberg, avec canon de 61 cm,
dont la capacité du magasin n'est pas supérieure à 5 coups, plus un coup dans la chambre. Cette arme est classée en 5e catégorie, peut donc être détenue sans autorisation spéciale. Celui-ci est muni d'un canon qui est boyaudé et non pas rayé pour les armes de petit calibre. Donc il n'y a aucune incidence sur la classification en 5e catégorie. Vous pouvez donc le détenir sans aucun problème, juste après déclaration. Nous voilà au pigeon. On est à l'affût au pigeon, là on a un col qui est bon, il y a de bons passages là. Il ne faut pas qu'on tarde de trop parce que ça risque de venir. Alors on va charger, là on utilise un fusil automatique, un Beretta Pintail, et on va charger cette arme avec des calibres 12 Magnum, avec du 12 Magnum, hein, c'est du plomb de 6, hein, chargé à 38 grammes. Voilà, on a introduit la première cartouche dans la chambre, on ferme la culasse, il faut faire très attention. Ensuite de quoi, on va approvisionner le magasin dans lequel on peut enfiler juste 2 cartouches. C'est qu'on aura une capacité de 3 coups, hein, c'est la limitation avec la législation. Maintenant, on va attendre 5 minutes, j'espère moins. Et ben les voilà. Et 3 manqués. Voilà. Dans l'école, il faut toujours ramasser ses douilles. Et généralement sur tout le terrain de chasse parce que c'est pas propre, d'une part, et ça donne une très mauvaise image de marque du chasseur lorsqu'il y a des gens, d'autres utilisateurs de la nature, qui se promènent et ils ont le droit d'avoir un terrain propre. Vous avez plusieurs types de bourres. Les bourres grasses, qui sont très connues, qui équipaient les anciennes munitions. Il y avait les obturateurs que l'on mettait dessous. Maintenant, on a créé des bourres à jupe et à godet. À jupe sans godet, à jupe avec à l'intérieur du liège. Il y a encore une foule de bourres, hein. Chaque fabricant a un truc spécial. Il y a des bourres qui viennent de sortir en France et un petit peu à l'étranger aussi, qui sont biodégradables. Pensez-y, elles sont en matière synthétique, disons ce sont des produits de synthèse, mais qui sont biodégradables dans la nature. Je crois que c'est des choses que l'on peut privilégier. À propos de biodégradables, rappelons que les douilles ne sont pas biodégradables. Voilà. Paul! 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 Nous voici donc sur un pas de tir, sur le stand de tir de la Canourgue, où l'on va voir un petit peu quels sont les groupements, avec un fusil Benelli et des munitions de ce type, il y a une balle Brenneck et puis une balle ronde. Voilà. Ensuite, on utilisera un autre fusil A2 spécial tir à balle, et on utilisera aussi un fusil beaucoup plus classique, celui que tout le monde peut avoir, un juxtaposé par exemple. Et on va voir exactement quels sont les résultats. On est à 35 mètres. Voilà. Donc c'est la distance normale. Bon, maintenant je vais regarder ce que ça donne. Des balles, 3 balles parfaitement groupées, bon, légèrement
excentré à gauche, mais enfin ça nécessiterait un réglage au niveau de la hausse, mais enfin bon, c'est très très concluant. Très concluant. Il faut dire que le canon est spécifique de tir à balle. Donc là, on se rend bien compte que les fusils vraiment faits pour des balles, ça tire vraiment bien les balles. Bon, on va faire 3 autres tirs avec une munition différente. Maintenant, on tire avec des balles rondes, qui est la Prévost. C'est une balle, un générique. Balle ronde en bille d'acier. Bon là, la conclusion du tir est très décevante dans la mesure où visiblement les balles sont passées dessous. Alors ça vient pas de la munition, ça vient du réglage de l'arme. Donc là, on ne va pas bricoler la hausse pour l'instant. Je vais simplement relever le tir pour voir ce qu'il en est exactement. On recommence, avec une balle simplement. C'est pas la peine de chercher. Ce fusil ne supporte pas cette balle ronde. On va essayer avec une autre arme. Maintenant, on le fait avec le robuste. Le robuste de tous les grands-pères. On va mettre des Brenneck dedans. Il paraît que c'est ça qui digère le mieux. On va le voir. De toute façon, chaque fusil est différent. Bon, les impacts, vous l'avez vu en cible. Vous remarquez que le canon droit tire à gauche et que le canon gauche tire à droite. Et là, on est à 30 mètres, 35 mètres plutôt. C'est la distance à laquelle les canons à plomb sont prévus pour être convergents. À balle, ça tire toujours de l'autre côté. Hein, les feux se croisent. Hein. Donc, imaginez le truc à 50-60 mètres ou même des fois 80 mètres, comme on voit des gens qui tirent sur un sanglier ou sur un chevreuil. Et donc ça c'est significatif. On va le faire avec 2 autres balles. Maintenant on tire avec les Prévost S, la balle typiquement de Prévost. Résultat caractéristique, ça confirme exactement ce que l'on a dit tout à l'heure. Et la première balle est arrivée à gauche de la cible, pratiquement à couper le piquet en extérieur de cible, alors que la deuxième balle est dans le neuf, pratiquement au centre. Alors vous voyez, là on n'a qu'un canon qui tire droit avec cette balle-là. Donc pareil le phénomène, hein, c'est comme on dit, ça se croise, hein, ça bigle en biais là maintenant. Et il faut faire très attention de ne pas mettre n'importe quoi dans un fusil, et notamment même une excellente munition, parce que cette munition-là, je la connais parfaitement, elle tire très droit, mais l'arme là ne convient pas. On va essayer avec un fusil automatique, monocanonné, un Browning Gold, canon de type classique, un choc interchangeable, avec des cartouches Brenneck. Le résultat est très intéressant. On a un bon groupement, bon, plus haut que le point visé, mais ça vient du fait que le chevalet n'est pas rehaussable de ce côté-là, mais très bon. C'est très bon, on doit avoir un écart de 10 cm entre chaque balle, elles sont parfaitement centrées. Voilà, ça c'est le hasard qui fait que on a un choc interchangeable. Le choc interchangeable va parfaitement avec cette munition-là. Voilà, un groupement impeccable. Il n'y a pas un sanglier qui passe à travers, pas un chevreuil qui passe à travers. Bon, on va faire les autres avec les autres munitions, avec les balles rondes, maintenant.
Bon, on a un résultat qui est tout à fait exceptionnel. On a 3 balles qui quasiment se touchent. Vous avez vu comme moi au moment des impacts. Vous voyez cette balle qui ne convenait absolument pas dans une arme que l'on a essayé juste avant. Là, elle est top. Et donc c'est pour ça qu'il faut être... quand on dit d'essayer les balles, il faut toujours essayer. Là, on va faire un autre essai avec un fusil superposé. On va voir ce que ça donne. On risque de se retrouver avec le phénomène. C'est le même phénomène que l'on a sur le juxtaposé, mais là on risque de se retrouver avec des impacts, avec celui du bas qui va être plus haut et celui du haut qui risque d'être plus bas. Enfin, ça reste à voir. On va voir ça tout de suite. On fait l'essai maintenant avec 2 Brenneck. Résultat, alors c'est pas ce qu'on attendait. La première balle tirée avec le canon du bas est en bas, et la première balle tirée avec le canon du haut et la deuxième avec le canon du haut est en haut. Donc là, les tirs ne se croisent pas. Mais c'est pas terrible parce que on a un écart quand même de 30 cm entre les deux coups. Bon, on va faire avec d'autres munitions. Le résultat, il est intéressant. Enfin, décevant à la fois. Il y a une balle dans la cible, je ne sais pas laquelle c'est. Parce que vous avez vu, ça secoue. Hein. C'est un beau neuf, un tout petit peu bas, mais c'est bon. Quant à la deuxième, on ne sait pas où elle est. Alors, ces histoires de tir à balle avec un fusil de chasse, vous avez vu dans les différents essais comme moi, je ne connaissais pas véritablement ces armes-là, je connaissais que les cartouches. On a un bon résultat avec un fusil et une sorte de balle. La deuxième sorte de balle avec ce même fusil n'est pas mauvaise non plus, mais c'est pas adapté pour les autres. Pas du tout adapté. Donc, on ne le répétera jamais assez. Lorsque vous envisagez de chasser du grand gibier avec un fusil qu'on vous a prêté ou que vous avez comme ça en dépannage, ben, si vous ne prenez pas la précaution de vérifier avec un certain nombre de chargements ce que ça donne sur une cible, avec un chevalet ou disons un système de blocage qui ne coince pas complètement le fusil, il faut qu'il soit libre. Hein. Avec un tir bien fixe, bien appuyé, ben, si vous ne faites pas ça, ben, vous risquez tout simplement de blesser les animaux, de les manquer, et pire encore, c'est d'envoyer une balle dans la nature, parce qu'à 30 mètres, une cible qui doit faire 75 au minimum, mettre une balle à côté, vous imaginez à 100 mètres ce que ça peut donner. À 100 mètres, vous attrapez n'importe quel collègue qui est sur le bord d'une travée sur un layon de chasse. Alors, soyons, la prudence encore, la prudence est toujours la prudence. Et surtout, assurez-vous que vos balles fonctionnent bien avec votre fusil. Vous avez aussi la solution, c'est d'avoir une arme spéciale pour le tir à balle, avec une arme rayée particulièrement. Là, on n'a pas des écarts comme ça, on ne les a jamais vus ces écarts. Mais le tir à balle est un bon à balle pour fusil lisse. C'est pas mauvais, mais il faut savoir où ça tire. Bon, donc vous pouvez avoir des fusils exceptionnels en tir à balle. J'ai un juxtaposé à 100 mètres, on groupe 2 balles dans 10 cm et des 2 canons. Et pourtant, il y a un canon qui est même plus long que l'autre. Et c'est mon fils qui me l'a montré dernièrement. Voilà, merci.